Et on poursuit, Xavier, donc avec notre dernière table ronde. Alors, je viens d'être rebaptisé Xavier, c'est pas vilain non plus, ma foi. J'ai dit Xavier, c'est Alexandre, pas grave. mais je suis désolé, c'est la fatigue. Moi, c'est Emmanuel. Voilà. Et Pierre-Yves, nous voici parvenus à la troisième table ronde de l'après-midi du Club Argus. Cette fois-ci pour sonder les meilleures pratiques des sociétés d'enchères. C'est marrant, ça Xavier. Deux introductions pour évoquer cette table ronde. Tout d'abord, Emmanuel, en une slide, tu vas nous mettre en exergue que le secteur est en expansion. Et que la plupart de ces indicateurs progressent. Donc je te laisse brièvement commenter cette slide. Absolument. Voilà. Alors effectivement, dans notre étude, nous avons posé un petit focus sur les opérateurs de vente volontaire. Alors on ne va pas vous donner là les chiffres du Conseil des ventes, puisqu'ils ne sont pas encore disponibles sur 2017. En revanche, une rapide enquête auprès des principaux opérateurs de vente volontaire, donc injustement appelés les enchéristes, il s'agit bien d'opérateurs de vente volontaire. C'était environ, je vous propose de regarder le tableau qui est en haut et la colonne volume 2016 et en bas. 256 000 ventes totales donc, de véhicules adjugés, c'était plus 11% par rapport à 2015. Et l'estimation des volumes à laquelle nous nous sommes livrés avec les opérateurs nous amène à penser qu'il y aurait de nouveau une croissance de marché d'à peu près 10%. C'est notre estimation, donc ça n'engage vraiment que nous. Ce ne sont pas des données officielles et encore une fois, le Conseil des ventes n'a rien publié aujourd'hui, ce qui nous ferait à peu près 280 000 ventes totales. Il y a bien sûr à l'intérieur de ces ventes du B2B, une majorité, enfin pas forcément une majorité, ça dépend des opérateurs d'ailleurs, et de l'export. Il reste qu'en B2C, donc en adjudication à clients particuliers, il y aurait eu à peu près, selon nos recoupements, 155 000 véhicules en 2016, 160 000 à peu près véhicules en 2017, donc sur l'ensemble des opérateurs de vente volontaire. Et contrairement à tout ce qu'on entend aujourd'hui, eh bien, il reste majoritairement encore orienté vers les ventes en salle et aux clients particuliers. Pas forcément en salle d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de ventes électroniques, mais beaucoup en B2C. Voilà une première donnée importante. L'autre donnée importante, effectivement, c'est l'augmentation des ventes de véhicules issus des professionnels, des groupes de distribution en particulier, qui sont arrivés à point nommé comme très gros relais de croissance après que les loueurs longue durée aient utilisé des outils digitaux pour revendre la grande majorité de leur propre volume. Et le deuxième tableau, lui, concerne très clairement les performances relevées par nos groupes de distribution dans les véhicules qu'ils confient aux opérateurs de vente volontaire, donc aux enchéristes. La marge constatée est à 265 €, donc on est à 5 € au-dessus de la marge moyenne relevée dans les ventes marchands au global, donc 5 € de plus. Voilà, on commentera ça tout de suite après. Une rotation physique extrêmement rapide, 8 jours. On gagne donc 8 jours, et une rotation financière de 11 jours. On gagne 8 jours aussi. Donc, a priori, c'est un modèle efficace que l'on va laisser le soin à nos intervenants de commenter tout de suite. Merci Emmanuel. Et auparavant, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Thierry Combabessou, responsable du développement de VP Auto, et qui, en tant que partenaire du club, va nous présenter un panorama et les fondamentaux d'un marché qu'il connaît parfaitement bien. Et le tout avec une rapidité et un esprit de synthèse fabuleux. Rattraper le retard d'Emmanuel. Bonjour à tous. Je ne suis pas tout seul. Okay. Sinon, tu peux utiliser les flèches. Soit les flèches de l'ordinateur. Très bien. Okay. Ok. Bonsoir à tous. Donc l'idée, c'est de vous faire un panorama sur ce que viennent faire les enchères dans la vente des véhicules à marchands, et en particulier dans le mot qu'on utilise depuis les quelques tables rondes, à savoir la digitalisation. Voilà. Donc, bien sûr, la vente aux enchères a son rôle à jouer dans la recherche de
de la performance unitaire, en fait, par opposition à un modèle établi dont on a parlé également, qui sont les ventes par lot. J'y reviendrai un petit peu plus tard, où il y a un modèle qui s'oppose en fait entre ces deux méthodes de vente, entre la performance unitaire recherchée et la performance qui est liée à des lots pour lequel on s'y perd un peu sur l'unitaire. Quelques mots également sur la croissance de l'activité en complément d'Emmanuel. Donc elle est très forte ces dernières années. En 2016, on a observé un plus 10% qui faisait suite à un plus 15% en 2015. Voilà. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, donc si on fait un focus sur uniquement les sociétés, alors les sociétés d'enchères automobiles sont les acteurs majeurs de la vente aux enchères au niveau national. Ce sont les sociétés automobiles qui portent le chiffre d'affaires des enchères en France. Et si on fait le point sur l'ensemble des acteurs, ça représente 256 000 véhicules. Donc c'est les données effectivement conseil de vente que donnait Emmanuel. On attend celle du conseil des ventes de l'analyse de 2017, le rapport, soit 4,5% du volume des VO qui ont été échangés l'an dernier sur le marché national. Voilà, données source Argus. Intéressant de noter également le prix moyen constaté de ces véhicules d'occasion vendus aux enchères, qui tournent autour de 5 000 €, mais là encore, il y a de grandes disparités entre les différents acteurs. Alors, plus précisément, qu'apportent les dispositifs de vente aux enchères à la distribution automobile dans le cadre de ces ventes à marchand? Alors, principalement, le schéma qui est à l'écran, c'est les outils fournis par les principales sociétés d'enchères tournent autour de dispositifs spécifiques qui permettent de faire du pricing en amont, donc du conseil sur le prix qui va servir à la reprise, avec différentes méthodes. Il y a le Coca, il y a Pepsi, il y a Orangina, il y a différentes manières de procéder qui vont viser à conseiller la valeur de reprise, fournir une solution logistique complète, en fait, enlèvement, transport du véhicule, vente, etc. Revente rapide et sécurisation également du paiement, ce qui est très, très important. Également pour certains grands comptes qui ont atteint une taille critique avec des volumétries VO marchands très, très grandes, il y a des dispositifs marque blanche où les sociétés d'enchères peuvent fournir un service mais qui est badgé pour le coup au nom du grand compte en question qui va utiliser la vente aux enchères comme moyen mais dans son périmètre à lui. Voilà, donc c'est bien sûr des véhicules qui sont vendus aux enchères dans ce contexte-là, qui sont adjugés et qui peuvent même être facturés. Une question de sémantique sur laquelle je souhaite passer un peu de temps, enfin, si je peux. Qu'est-ce qu'un véhicule marchand? Voilà, donc bien souvent, le véhicule marchand, dans la distribution automobile, c'est le véhicule qu'on vend à des marchands, etc. Bon, ça, jusque-là, rien d'original. Sachant que le véhicule marchand, on pourrait distinguer en définitive le canal marchand du vrai véhicule marchand. Chez VP Auto, on va parler davantage de vente marchand, mais moi je trouve que c'est un peu galvaudé depuis suite à ça, et on va parler plutôt que d'un canal marchand, on va parler davantage d'un véhicule non stratégique en opposition au véhicule stratégique. Le véhicule stratégique étant celui qui a en fait l'attention de la concession pour être revendu à particulier avec la plus forte valeur ajoutée sur son parc. Le non stratégique étant par défaut, et là ça s'adapte à la stratégie des groupes ou des points de vente, le non stratégique étant celui qui n'y mérite pas, mais ça peut avoir un incident également dans le timing. Par exemple, je suis concessionnaire Volkswagen, j'ai des Golf, mais j'ai 10 Golf de la même couleur, du coup j'ai peut-être des véhicules qui sont certes stratégiques, mais qui temporairement j'ai des non stratégiques. Voilà. Je vais parler un peu de nous. Rapidement. Notre solution, c'est maintenant qu'il faut être rapide. Notre solution OptimVO, elle permet de définir clairement la stratégie VO d'un point de vente ou d'un groupe, puisqu'on va utiliser notre solution pour définir la stratégie non stratégique stratégique et de focaliser ainsi l'attention des opérationnels sur ces fameux véhicules stratégiques, ceux qui sont à haute valeur ajoutée. Donc OptimVO se charge d'industrialiser complètement le remarketing des ventes de ces véhicules non stratégiques par des outils qui permettent d'identifier précisément les véhicules via application smartphone ou saisie dans les outils métiers Planète VO notamment, description précise des frais de remise en état
Estimation de la valeur de revente B2B par une équipe d'estimateurs qui s'appuie sur des outils data scientist maison. Voilà, l'enlèvement se fait sous 4 jours. On s'appuie sur un partenariat du groupe 4 STVA. Revente rapide en vente électronique B2B. On a en moyenne 5 ventes par jour avec des ventes thématiques. Et bien évidemment, la sécurisation du moyen de paiement et le paiement rapide. VP Auto est le leader national de la vente aux enchères, tout domaine confondu. En 2017, VP Auto a poursuivi sa croissance avec 365 millions adjugés pour 52 000 véhicules vendus, un prix moyen de 7 000 €, le plus élevé de la profession. Nous posons comme une solution efficace pour les véhicules, donc 200 à 15 000 € facilement. Et on a même une capacité à être très pertinent sur les véhicules à plus de 20 000 €. Nos ventes en marque blanche donnent satisfaction à de grands institutionnels et de grands acteurs de la distribution. Notre solution Optimeo a été lancée en 2014. Elle évolue constamment pour bénéficier des meilleures avancées technologiques et pour coller au mieux aux besoins sur mesure des stratégies des uns et des autres. La capacité à vraiment s'adapter aux stratégies des différents groupes et des différents acteurs. VP Auto est le partenaire du Club Argus depuis 4 ans. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Combabessou. Vous restez bien entendu avec nous pour cette table ronde sur votre business. Et pour vous accompagner, j'ai le plaisir d'appeler sur scène monsieur Guillaume Arnonnet, commissaire priseur et dirigeant de Toulouse Enchères Automobile. Bienvenue. Ainsi que monsieur Olivier Fernandez, directeur général France de BC Auto Enchères. BC Auto Enchères, injustement appelé le BCA. Mais non, le BCA, c'est des experts. Voilà. C'est BC Auto Enchères. Bonjour messieurs, installez-vous. Installez-vous au Guillaume centre. peut-être ici, Olivier ici, et puis Thierry peut-être au centre. Voilà. Alors, quelques données sur... rapidement complémentaires en réalité. Alors Guillaume Arnonnet, on résiste pas à l'idée de mettre une photo quand même, parce que voilà, ça c'est quand même l'origine du métier des ventes là, on est en plein dedans. aux enchères. Hein. Voilà, il y a du monde, hein, ça existe aussi. Ah oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça c'est à Toulouse. C'est à Toulouse. C'est notre salle de Toulouse qui est la salle historique, qui est dans le nom de la société, bien qu'on soit présent sur tout le sud-ouest. Donc on est originaire de Toulouse, on est présent à Bordeaux et Marseille également, et puis beaucoup sur les ventes en ligne aujourd'hui également. Et là il faisait froid ce jour-là aussi. Il faisait froid, oui. Ouais, ça arrive des fois à Toulouse aussi. Et donc vous faites tous les trois partie des leaders du marché. Néanmoins, voilà quelques chiffres clés pour rappeler les ordres de grandeur. Alors je ne sais pas s'il y en a certains que vous voulez souligner ou là aussi ajouter quelques données complémentaires. C'est la photographie de notre structure. Donc il n'y a pas de commentaire majeur à faire. La particularité de la maison, mais on le voit, c'est qu'on a une couverture géographique donc, qui est très forte sur le sud-ouest. On a une approche nationale, mais on est encore très présent sur le marché de la vente aux enchères physique, qui pèse encore pas mal dans les chiffres, on l'a vu tout à l'heure. Qui dit vente aux enchères physique dit pour nous une approche vraiment sur l'acheteur particulier. Donc on est à la fois sur le particulier de manière historique et aussi parce que dans les approches que l'on a aujourd'hui vis-à-vis des réseaux de distribution, c'est à notre sens le meilleur moyen de valoriser le véhicule. On y reviendra sûrement après, j'imagine. Et on a bien évidemment pris le train, le virage de toute la digitalisation. Déjà, il y a pas mal de temps, puisqu'on s'est lancé sur tout ce qui est vente en ligne en 2010 ou 2009, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Ce qui est déjà de la préhistoire pour la vente en ligne à marchand, parce que c'est la vérité. 6800, c'est pas énorme. Hein, voilà. Alors, sur nous, on qualifie de vente online, nous, de la vente totalement dématérialisée. Donc ça, ce sont des véhicules qui... à quelques exceptions près, n'ont jamais franchi le seuil de notre porte. Parce que, comme tous les métiers de la distribution automobile aujourd'hui, notre métier de la vente aux enchères physique est totalement digitalisé. Donc, la frontière, quand on parle de vente en ligne et de vente aux enchères physique, elle est également très ténue, parce qu'on fait beaucoup de ventes aux enchères en ligne aujourd'hui sur la vente physique. Donc voilà, donc, sur le métier de la vente aux enchères strictement online, on fait un petit peu moins de 7000 véhicules totalement dématérialisés, avec des véhicules qui vont être situés aux 4 coins de la France, jamais exceptionnellement sur aussi coin, en hexagone. Voilà, exactement, aussi coin, et qui vont être distribués à l'échelle française, européenne. Voilà. Alors, Monsieur Combabessou, Thierry Combabessou, on vient déjà d'en parler. VP Auto, on l'a évoqué. Voici les... On cite notamment les marques blanches, donc les entreprises PSA Retail, Alphabet, Crédit Mutuel, CIC, et les grands clients donc, au sein des groupes de distribution. Donc.
La précision, c'est que sur les ventes publiques, qui sont donc des ventes physiques comme chez M. Arnonnet, il y a 60% qui sont faites adjugées en ligne in fine. Ça veut dire que la notion de figital est vraiment importante. Voilà, en figital. Voilà, exactement. Et en ce qui concerne le B2B, c'est l'héritage d'une activité qui date depuis 2008 en B2B en ligne. Voilà. Alors, juste une chose, dans vos 360 millions de chiffre d'affaires, 365, dont marque blanche, hein, voilà. Donc on est clair là-dessus, mais il y a une facturation, pas de facturation quand on fait des marques blanches, comment ça marche ça ? En fait, la marque blanche, c'est un dispositif où on donne à disposition d'un grand compte quelconque une solution de vente aux enchères, quelque part on va vendre aux enchères ces véhicules. Et la prestation qui va être derrière, elle va, bien sûr, il y a une adjudication, puisque ça reste de la vente aux enchères. La facturation ne passe pas par vous ? Mais si, elle peut passer par nous. Ça dépend du bouquet de services. Ça dépend des acteurs. Oui, donc vous compilez un chiffre d'affaires qui passe pas forcément totalement par vous sur les marques blanches. C'est ça l'idée. Par contre, on totalise un chiffre d'affaires qui passe 100% par une adjudication chez nous. Très bien, très bien. Qui est la référence dans la profession. Pour être clair sur le sujet. Olivier Fernandez, voici donc un pédigré très très rapide de BC Auto Enchères. Près de 100 000 véhicules adjugés, donc là il y a aussi dont marque blanche. Et votre chiffre d'affaires, en revanche, vous avez exclu, vous, les marques blanches, a priori. On a une interprétation différente. Pour nous, tout ce qui n'est pas facturé par BC Auto Enchères n'a pas à être déclaré au Conseil des ventes. Voilà. Et vous, 100% des ventes. Si vous les aviez, si on l'avait cumulé, vous seriez peut-être à 520 millions d'euros, quelque chose comme ça. On serait à 520 millions d'euros. Ouais, vous seriez à 500. Bon, voilà. Enfin, ça, c'était pour le détail. Ça paraît presque anecdotique parce qu'on est là pour parler de la valeur ajoutée de votre métier. Vous êtes 100% en vente online, et ça, c'est une vraie révolution parce qu'au départ, c'était pas du tout le cas. BC Auto il y a 10 ans et BC Auto aujourd'hui n'est pas la même société quasiment. Non. Alors ça s'est imposé finalement assez naturellement. On bénéficiait d'une technologie au sein du groupe qui s'appelait Live Online et qui permettait, lorsqu'on vendait en enchère physique, de retransmettre cette enchère à nos acheteurs. Et lorsqu'on a commencé à orienter le business à professionnel, on a réfléchi à toutes les solutions qui permettaient de proposer des solutions d'approvisionnement efficaces pour les professionnels de l'auto, afin d'éviter de revenir voir les véhicules sur parc et de passer du temps à les choisir. Donc ça nous a forcé très tôt à travailler aujourd'hui sur la qualité des images, sur les rapports techniques et d'offrir aussi, et être capable d'offrir des solutions logistiques. Et finalement, en mettant en place cette application Live Online, on a vu à un moment donné que 75% étaient faits par des internautes et que les acheteurs professionnels n'avaient plus besoin de venir en salle. Donc on a débranché la prise et on est passé sur un modèle online. C'était une prise de risque. C'était, oui. Quand on débranche la prise, effectivement, on a peur d'être dans le noir. Il faut trouver une source alternative d'énergie, effectivement. Voilà les questions. 3 questions qu'on va se poser. Alors, c'est quelle est votre valeur ajoutée numéro 1, vos valeurs ajoutées principales. Avec un brin de provocation, pouvez-vous remplacer les marchands? Et enfin, peut-on faire de vous un partenaire de sourcing? C'est-à-dire d'approvisionnement, bien sûr. Voilà, voilà, on va d'abord attaquer le sujet par le point le plus sensible, hein, c'est-à-dire votre capacité à estimer à côté les véhicules. Alors, monsieur Arnonnet, par exemple, comment vous y prenez-vous? Alors nous, on a développé une solution qui s'appelle cotation par TVA digital. Donc ça, c'est tout simplement un site internet qui nous permet de récupérer de la part des distributeurs toutes les informations sur une couverture de reprise qu'ils cherchent à avoir sur un véhicule. Donc c'est une version qui est soit standalone, c'est-à-dire vraiment c'est un site internet, soit en version mobile, mais qui est également totalement interfacée aujourd'hui avec les principaux outils de marché. Donc pour n'en citer qu'un, plateforme VO, mais on est interfacé avec tous les outils, ce qui permet vraiment d'avoir une relation. Planète VO, voilà, j'imagine. Oui, pardon, Planète VO. Donc Planète VO. Moi, je me trompe sur les prénoms. Oui. Donc Planète VO, ce qui nous permet d'être totalement interfacé et d'être vraiment au cœur de l'acte de reprise avec les distributeurs avec lesquels on travaille. Donc toutes ces informations sont récupérées, elles s'intègrent automatiquement dans notre SI. On intègre donc un descriptif du véhicule. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le descriptif pouvant aller jusqu'à des captures photos, un chiffrage des frais,
Juste un petit éclairage sur la partie chiffrage des frais. On considère, nous, qu'on est vraiment dans une relation B2B avec les distributeurs. Donc, on n'est pas dans une logique, si vous voulez, de faire une reprise à particulier avec un cahier des charges extrêmement poussé. Donc, on essaye, si vous voulez, vraiment d'avoir un outil qui est très rapide, très fonctionnel pour les chefs des ventes VO ou les vendeurs, pour que vraiment il n'y ait pas une et prise justement, de temps. si un client vous sollicite, le temps moyen de réponse pour Alors nous, on prend il... l'engagement de répondre sous 5 minutes. Donc là, c'est vraiment l'engagement que l'on prend. C'est sous 5 minutes d'avoir retourné un véhicule. Donc ce qui veut dire que nous, les équipes, puisque l'outil est traité pour l'essentiel des volumes est traité par des équipes physiques. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'automatisation de l'estimation. L'automatisation est très faible. Elle est vraiment dans une logique de garde-fou, d'erreur et de contrôle essentiellement. Donc nous, il y a toujours une personne à un moment ou à un autre qui met un prix et qui va valider ce prix dans l'outil. Après une analyse qui va se faire à travers différents systèmes de cotes, dont la cote Argus et bien évidemment notre historique de vente. On se rapproche toujours de notre historique de vente qui nous permet, si vous voulez, de situer sur quel niveau de valorisation on souhaite se positionner. Voilà, donc en 5 minutes, on couvre un engagement parce que c'est vraiment ça l'approche que l'on a chez nous. Le prix que l'on donne vaut engagement de couverture. Ça, voilà. Donc c'est vraiment un acte engageant que l'on fait au niveau de la reprise. Et vous, Monsieur Combabessou, je crois aussi que vous mixez, vous panachez une équipe humaine et puis de la data qui vous permet de parvenir à vos estimations, à vos calculs. Effectivement, nous, on va s'appuyer sur tout d'abord l'automatisation de calcul de valeur par des outils internes d'observation du marché, européen, français, de notre capacité à savoir vendre, nos historiques de vente, bien évidemment. Mais là-dessus, on met une couche humaine, puisque notre outil s'appelle OptimVO. On est dans une logique d'optimisation de la valeur et on va faire un petit peu l'inverse de M. Arnonnet, à savoir notre outil, on est sans doute le plus contraignant du marché, on demande beaucoup d'informations. On va demander. Pourquoi dites-vous l'inverse? Pas compris. Parce qu'il vient de dire juste à l'instant qu'il ne veut pas faire une reprise à la particulier. Donc une reprise plus enfin, si j'ai bien compris, plus. L'approche qu'on a là-dessus, c'est qu'on a une approche aussi sur les particuliers, mais j'en ai pas parlé. C'est que vraiment, quand on s'adresse à une population de professionnels de la distribution, on considère qu'on se parle dans une relation B2B et qu'une description des frais n'est bien évidemment pas à justifier aussi poussée que quand on s'adresse à particulier. Donc nous, on essaye d'être très souple là-dessus et pas demander un cahier des charges avec 15 écrans à remplir en demandant s'il y a la moquette intérieure qui est fatiguée, moyennement, pas moyennement ou très fatiguée. Voilà. Et je ne vois pas où est l'opposition. Eh bien parce que justement, nous, on va, sans poser 15 pages, on va poser beaucoup de questions et notamment, on va remonter les historiques d'entretien, des photos des véhicules pour aller chercher justement l'humain, la valeur supérieure sur des configurations ou l'inverse, et qu'on fait intervenir à ce moment-là l'humain sur cette couche humaine, elle est systématique ou elle est catégorisée par type de produit? Elle est systématique chez vous, systématique aujourd'hui, voilà. Absolument. Mais 100% est en fait digitalisé en termes de retour de valeur. On va avoir une zone d'atterrissage du prix, pour faire simple. Et notre estimateur, son job, ça va être compte tenu des éléments factuels qu'il a. Dans cette zone d'atterrissage du prix, il va naviguer en fonction d'autres éléments. Voilà. Olivier Fernandez, Market Price. Donc vous avez aussi un processus d'automatisation. Alors, à peu près 50% des cotations sont faites aujourd'hui en automatique, donc sont renvoyées immédiatement à nos utilisateurs. Et ensuite, on a donc pour 48% des cotations une équipe de 8 experts qui regardent le marché effectivement avant de renvoyer un prix, qui peuvent s'appuyer sur nos bases aussi. Il faut peut-être rappeler que BC Auto est une filiale donc de BC Auction, oui, qui est une société anglaise, mais qui est présente dans de nombreux pays en Europe aussi. Oui. Est-ce que c'est ça qui vous permet l'automatisation? C'est ça qui nous Parce permet l'automatisation. l'automatisation. Vous traitez des bases de données très larges. Alors juste 2 mots, BCA, donc c'est BCA Marketplace, c'est une société qui est cotée en bourse, qui existe depuis 70 ans aujourd'hui, et qui a vendu l'année passée 1 400 000 voitures à l'unité, aux enchères, et uniquement à professionnels. Sur les 1 400 000 voitures... Même modèle dans tous les pays? Non, plutôt un modèle physique. Le modèle historique, c'est vraiment le modèle comme M. Arnonnet, ou VP Auto en partie, donc physique plutôt, et comme on l'avait également. Mais toujours orienté à professionnel, puisque la vente aux enchères s'est beaucoup développée. Vous avez de grosses structures de vente aux enchères qui sont développées
pour créer en fait un point d'approvisionnement pour les marchands. Voilà. Et donc 1 million en Angleterre, 400 000 en Europe, et on s'appuie vraiment sur les 400 000 ventes réalisées par an en Europe pour automatiser une partie de nos prix. Voilà, sur les produits qu'on connaît mieux. Quand la prestation n'est pas automatisée, c'est pour quel type de produit? Il y a une typologie particulière? On va retomber à nouveau sur le premium, j'imagine. On va retomber sur le premium, on peut retomber sur des véhicules sur lesquels notre base n'est pas suffisante pour pouvoir donner un prix. Des produits sensibles, des véhicules également qui peuvent être un peu entre deux eaux, qui pourraient être conservés par nos partenaires pour la vente à particulier. Parfois, il y a des hésitations. Donc, c'est pour tous ces produits-là. Voilà. Ouais, très récent, également. Ouais. Peut-être est-ce une spécificité, en tout cas vous l'avez toujours affirmé, vous souhaitez avoir l'exclusivité de la part de votre partenaire groupe de distribution. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi exactement? Parce que ça fait peur de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, sachant que nous, notre métier, on a une particularité, c'est que notre travail est de collecter et finalement de mettre en compétition beaucoup d'acheteurs. Donc, en passant par un opérateur, vous avez la possibilité de donner de la visibilité à votre stock auprès de nos 24 000 acheteurs en Europe. Donc ça c'est quelque chose qui est propre aux enchères. C'est-à-dire que derrière, ce n'est pas un opérateur, mais c'est un opérateur qui fait un travail de recrutement d'acheteurs professionnels depuis 70 ans et qui le fait à votre place et qui est capable d'atteindre d'autres marchés. Donc voilà. Et là, la partie exclusivité, on a des clients dans la salle ici, elle s'impose finalement autant à nous qu'à nos partenaires. On a des partenaires qui souhaitent aujourd'hui normer l'activité VO, mettre des process en place. Et aujourd'hui, la question pour nos partenaires, c'est vraiment aujourd'hui de considérer cet acte de reprise comme un vrai relais d'approvisionnement. C'est aussi de structurer le travail des équipes de vente, ce n'était pas toujours le cas, et de pouvoir aujourd'hui passer par une approche structurante. Donc on n'est pas sur une exigence, c'est une condition qu'on passe, mais je pense que c'est aussi... voilà, on a une base d'acheteurs qui est la première base d'acheteurs en Europe, mais on souhaite également avoir un engagement on souhaite des partenariats intimes et réfléchir avec nos partenaires sur l'amélioration de leur activité VO. C'est une approche comme une autre, mais en tout cas elle séduit pour le moment. Sinon, on voit bien la tendance finalement. Vous confiez uniquement les VO les plus durs à vendre, ceux qui pourraient générer des marges très faibles. Ce qui est assez amusant, c'est quand on est arrivé chez BCA en 2007, 50% de notre approvisionnement était déjà apporté par des concessionnaires. Donc l'histoire d'amour entre les concessionnaires et les salles de vente aux enchères, elle existe depuis des lustres. Sauf que les salles de vente aux enchères étaient utilisées comme un canal de revente pour des véhicules dont l'historique était douteux, difficile à vendre, mal pricé. Et si vous voulez, on ne peut pas construire en fait une politique d'approvisionnement sur des véhicules non séduisants. C'est-à-dire qu'on a aussi à se poser des questions de commerçants. Et si on souhaite continuer à attirer de plus en plus de marchands, il faut avoir les plus belles voitures du marché. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, en revanche, ça s'est passé par beaucoup de sacrifices. On a mis en place un dispositif qui est coûteux pour nous, mais qui permet d'accompagner la stratégie VO des opérateurs les plus sophistiqués du marché. Voilà. Et avant de venir à vos performances et à la question par rapport à votre croissance et la place que vous pouvez shipper aux marchands, Monsieur Arnonnet, selon vous, quelle est votre première valeur ajoutée aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes incontournable sur le marché? Il y a trois choses dans l'offre qu'on vend. La première, c'est quand même un engagement qui nous a fait remonter très en amont aujourd'hui dans la relation avec les distributeurs. Donc, comme ça vient d'être dit, la relation entre les distributeurs, concessionnaires et les salles de vente, elle est ancienne. Bon, à ceci près qu'avant, on intervenait un petit peu en deuxième rideau, soit sur des queues de lots marchands. Aujourd'hui, on est quand même dans des relations qui sont beaucoup plus fortes, où on est investi dans la relation, puisque on se base sur les prix qu'on donne, et les prix qu'on donne nous lient. Bien évidemment, avec tous les réserves d'usage qu'on peut imaginer, mais sur la base d'une relation de confiance, on est quand même lié à ce qu'on dit, et on nous fait confiance pour un acte qui est essentiel aujourd'hui dans le commerce. VN et VO, c'est l'acte de reprise. Donc nous, on est capable de s'engager. Ça, c'est la première des choses. On prend le parti, nous, sur nos différents canaux, puisqu'on est multicanal. On pourrait tout à fait dire ces véhicules-là, je les mets en priorité sur mon canal vente à marchand via mes opérations de vente en ligne. Donc, ce n'est pas du tout notre choix. On pense que le meilleur moyen pour valoriser aujourd'hui ce segment de véhicules, ça va être vraiment la vente aux enchères physique. Parce qu'en définitive, si le véhicule marchand que je vais récupérer, si c'est pour le revendre moi-même à marchand dans une logique qui peut être structurée, comme ça a été dit tout à l'heure par certains opérateurs,
quelque part, je pense que je dilue ma valeur ajoutée. Donc nous, on a pris le parti d'essayer d'aller chercher le meilleur prix et le prix le plus élevé en valorisant ces véhicules en priorité dans le cas de vente aux enchères physiques. Bien évidemment, en utilisant nos outils de vente en B2B, mais vraiment dans un deuxième rideau, en disant pour donner une deuxième chance et fluidifier les stocks. Donc on essaye vraiment, et c'est notre positionnement, sur la vente aux enchères physique en priorité, d'aller chercher des prix les plus élevés du marché possible, tout simplement en se disant qu'il y a une grande partie des véhicules qui sont ciblés marchands, qui vont aujourd'hui intéresser une clientèle d'acheteurs particuliers. Ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais il y a quand même des comportements d'achat qui ont énormément évolué de manière générale, et y compris sur le véhicule d'occasion. Et nous, clairement, on s'inscrit auprès de cette clientèle de nouveaux acheteurs qui vont être intéressés par des véhicules avec kilométrage un petit peu hors norme, des frais hors norme. Enfin, voilà, donc on s'inscrit là-dessus, sans prise de risque pour les distributeurs. On a des taux d'annulation qui sont très très faibles, donc on arrive vraiment à maximiser le prix de revente avec ce positionnement-là sur l'enchère physique. Et enfin, le troisième dernier point, c'est que nous, on travaille dans des régions qui sont des régions essentiellement en forte urbanisation, hein, donc en forte urbanisation. Donc on offre des solutions logistiques avec des engagements d'enlèvement des véhicules très rapides qui font qu'on répond aussi à la problématique des distributeurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais de mon stock marchand dans mes concessions, comment le faire sortir physiquement le plus vite possible pour être vendu. Voilà. Et monsieur Fernandez, pardon, j'ai envie de vous poser la même question. Quelle est, votre valeur ajoutée première? Je voulais vraiment passer par Thierry Combabessou parce que vous conservez un pôle important de vente à... Désolé, on y viendra juste après. Un pôle important de vente publique aussi. 12 000 autos sont vendus aux particuliers. 12 000, absolument. C'est pas aux particuliers, en vente publique. En vente publique, pardon. Voilà. C'est-à-dire B2C et B2B. En fait, les ventes publiques, elles sont ouvertes à tous. Donc le split se fait entre part et pro. Donc, élément de la valeur important, de la création de valeur. L'intérêt, c'est en termes de l'observation des prix du marché, c'est avoir la capacité à avoir des comportements également de particuliers dans leur achat. Donc c'est bien de ne pas se couper de ce canal-là qui donne une tendance du marché également sur certaines lignes de produits. Alexandre. Monsieur Fernandez. Donc la question, c'était... quelle est votre principale valeur ajoutée selon vous? Alors je le mets au singulier, c'est vrai que monsieur Arnonnet a répondu sur 3 points, hein, donc vous pouvez rajouter un S. Je pense que ce qui peut faire la différence, c'est on a vraiment la volonté aujourd'hui d'accompagner les distributeurs sur un scope très large. Donc on parle beaucoup de reprises, mais les offres, et typiquement quand on deal aujourd'hui avec un groupe de distribution, on vient traiter finalement 4 piliers d'une activité VO rentable. On va voir la reprise qui va se traiter, là on passe beaucoup de temps sur ce sujet aujourd'hui. L'accès à une place de marché européenne qui a fait ses preuves depuis longtemps sur un modèle B2B et beaucoup d'acheteurs, donc qui permet d'atteindre des rotations et des performances qui sont bonnes. Qui sont probablement assez équivalentes à celles de vos 2 collègues qui sont plus nationaux en quelque sorte, hein, mais qui utilisent les ventes publiques. Absolument, et les ventes à particuliers de manière différente, à optimiser aussi leur performance. Je rebondis directement sur ce que vous dites, ça va vous permettre de développer. Hein. À ceux qui vous suspectent de faire baisser vos estimations ou de faire baisser les prix pour augmenter les rotations, qu'est-ce que vous répondez exactement? Déjà, le taux de reprise, c'est le juge de paix. Donc nos partenaires vont nous challenger sur 2 choses. Il y a un système de bornes où on va regarder effectivement la marge B2B, qui reste aujourd'hui un critère important, mais c'est souvent pas le critère principal. On souhaite aujourd'hui avoir des marges de bon niveau, pérennes. On retrouve d'ailleurs les ratios dont on a parlé tout à l'heure. Vous êtes dedans? Oui, on est dedans. Mais également avoir en fait un taux de reprise on veut que le prix soit accepté. Donc ça veut dire que on donnerait un prix bas pour sortir ou dégager des marges en fait plus élevées, en carton rouge immédiat. Un effet de déflation avec les volumes, c'est ça un peu l'idée, quoi. Oui, ça peut pas fonctionner. On travaille avec des groupes. Ça peut pas être pérenne, c'est ça que vous dites. Non, mais ça durait quelques semaines, sincèrement. Des groupes comme PGA Motors, le groupe Paro qu'on a vu tout à l'heure, Tressol Chabrier, ce sont des gens qui sont en fait qui savent mesurer. Qui sont des gens sérieux et qui mesurent. Exactement. Donc non. Donc réponse non, vous mettez des bornes, des indicateurs très précis. Oui. Hein. Et si vous faites trop de performances, c'est normal ou c'est pas normal non plus?
trop de performance pour vous, c'est quoi? C'est adjugé très cher, un véhicule que vous auriez estimé une valeur beaucoup plus basse. On la traite comme une anomalie. C'est-à-dire pour nous, ne pas vendre une voiture, c'est faire une erreur, c'est que le prix on n'a pas été capable de le prédire. Et un dépassement qu'on n'a pas trop important, c'est aussi un prix de vente qu'on n'a pas été capable de prédire. Donc ça veut dire que chez nous, on contrôle systématiquement au fil de l'eau, au fil des ventes, les résultats de vente, et on va vérifier aujourd'hui que les marges, il faut que le véhicule se vende, que les taux les rotations soient extrêmement rapides, mais il faut aussi que la marge finalement soit une marge contenue, hein, dans des niveaux dont on a parlé tout à l'heure. Cette part d'estimation un peu manquée d'une certaine manière, elle est marginale aujourd'hui. Elle est marginale, mais vous savez, on a chez nous par exemple une vente, on organise une vente de 200 véhicules électriques. C'est la première fois qu'une vente avec autant de voitures va être organisée en Europe. Elle a lieu demain sur un week-end. On nous demande aujourd'hui de donner une estimation. C'est assez difficile pour nous. C'est-à-dire qu'on est aussi en mode apprentissage sur un certain nombre de choses. Et finalement, on pourrait avoir en fait des écarts importants entre l'estimation qui a été donnée par BCA et ce qu'on constatera réellement, parce que c'est aussi la beauté de notre métier finalement. C'est de réunir des acheteurs. On fait quelque part un métier assez simple. On réunit des produits, des acheteurs, la demande, et on constate. Alors sur des produits déjà connus, on arrive aujourd'hui à avoir finalement suffisamment de finesse pour pouvoir communiquer en amont un bon prix de reprise, mais parfois on peut avoir de beaux dépassements parce que la demande était là à un moment donné, parce que le produit avait quelque chose d'atypique, une option, ou voilà. Question pour vous trois, messieurs. On a observé tout à l'heure que c'était le groupe Paro, c'était Julien Mongis qui le montrait par ses chiffres, des taux de reprise donc supérieurs en travaillant par le système enchère. Est-ce que vous constatez ça? C'est vraiment une question pour vous trois, messieurs. Hein. Est-ce que vous aidez véritablement, et comment pouvez-vous le démontrer, donc, vos clients à augmenter leur taux de reprise? Je pense qu'Olivier a raison. Le taux de reprise... C'est la cotation déléguée qui permet ça, quelque part, sur les marques qu'on maîtrise pas. L'avantage de l'estimation par une société qui a une vision assez panoramique de ce qu'est un marché, à contrario d'un périmètre marchand plus réduit, c'est la capacité, Olivier l'a très bien décrit, c'est qu'au final, in fine, aux enchères, on va vendre le produit, le prix qui vaut vraiment, sans limite absolue, et puis tout n'est pas prévisible, mais le gros avantage, c'est que ça ne s'arrête pas, quoi, si ça doit pas s'arrêter. Bon. Donc pour répondre à la question, le taux de reprise est important, mais ce qui est le plus important à mon avis, c'est la notion de marge en VOT, voire la globalité du compte d'exploitation VO, et notamment là où on y participe dans les stratégies... Pardon, VOT Total. VOM marchand, VOP particulier. Donc la VOT, quand elle augmente, c'est que le pari est gagné en définitive. Et surtout, quand la part des VO particuliers augmente au détriment du volume canal marchand, enfin dit à l'ancienne, et chez VP Auto en non stratégique en fait. Ça veut dire que là on progresse sur les véhicules stratégiques et qu'on a rempli notre rôle, c'est-à-dire vendre les voitures qui rentrent pas dans la stratégie. Guillaume Armonnet. C'est difficile à dire si effectivement on participe exclusivement nous de notre côté à la progression des taux, mais en tout cas ce qui est sûr, et là je rejoins totalement Olivier dans ce qu'il dit, c'est que le système qui consistera à dire que l'approche fait baisser les prix est totalement galvaudé. Nous, pour couper court à toute discussion, si vous voulez, on a mis systématiquement pour chaque compte un responsable de compte qui va être l'interface si jamais justement à l'instant T le prix qu'on a donné ne satisfait pas le distributeur. Donc il y a vraiment un responsable de compte qui va faire à contre-coup une contre-analyse du prix et éventuellement le corriger à la hausse. Donc objectivement, si les prix ne vont pas, ça ne dure pas 15 jours, ça dure même encore moins, et on le sait très vite, oui. Ça, c'est une certitude. Et vous, Monsieur Fernandez, vous abondez aussi dans... Alors oui, le prix est une chose, l'outil peut aussi aider beaucoup, parce qu'on On a en fait une étape qui est très importante pour le client quand il arrive en concession, qui était en fait dans le passé, on passait rapidement sur cette étape. Donc on passait pas assez de temps avec le client autour du véhicule, l'expertise n'était pas toujours bien faite. Donc je pense que au-delà du prix qu'on est capable de transmettre à nos partenaires, il y a aussi toute une démarche qu'on souhaite finalement marquer un peu plus. Et ça participe considérablement aujourd'hui aux chances de succès. Et au fait de reprendre le véhicule à un prix plus acceptable. Ce qu'on voit, c'est que la mise en place aujourd'hui, l'outil qu'on propose s'appelle Market Price, et vous avez en fait aussi
une tablette qui permet de faire le tour du véhicule, de valoriser correctement les frais et aussi de rendre finalement cette étape qui était souvent vite traitée, parfois qui manquait de transparence, extrêmement transparente, très interactive avec le client. Et on a également développé il y a quelques mois aujourd'hui un module de reprise qui permet aussi, parce que le comportement du client a beaucoup évolué, donc il y a énormément de demandes d'offres de reprise qui sont maintenant faites online. Donc on a aujourd'hui un dispositif qui permet d'avoir un module de reprise, une tablette aujourd'hui sur le site qui permet aujourd'hui de procéder, de faire le tour du véhicule et un prix donné par BCA. Et cet ensemble contribue à améliorer le taux de reprise. Et on comprend un peu mieux la notion d'exclusivité quelque part, parce que les investissements doivent être c'est ce que je vous disais, colossaux. Voilà, un dispositif coûteux, c'est pour ça. Donc on doit aussi avoir une forme de visibilité pour maintenir des investissements. Thierry Combabessou. Oui. Au-delà de ça, sur la notion d'exclusivité, c'est à un moment donné, c'est compliqué de demander à des vendeurs d'avoir une méthode sur certains véhicules et une autre sur d'autres. Donc je rejoins complètement Olivier. Je pense que ça participe à la professionnalisation du métier. Et alors j'en viens un peu à la question qui fâche qu'on a évoquée en préambule, à savoir pouvez-vous remplacer les marchands? Alors c'est bien sûr totalement schématique puisqu'il ne s'agit pas qu'une population remplace toute une autre. Néanmoins, vous, Monsieur Fernandez, vous avez tendance à répondre que pourquoi pas. C'est un peu comme ça d'ailleurs que vous aviez franchement, lancé votre activité Market Price. On travaille avec 24 000 marchands. Marchands ne sont pas nos ennemis. Je veux dire, on apporte de la valeur au groupe de distribution avec des outils, une cotation, toute une démarche structurante pour eux. Et on leur donne accès, donc je parle des groupes de distribution, à notre base d'acheteurs, on met en concurrence et on crée de la valeur pour les marchands qui avaient l'habitude finalement, à qui on imposait des schémas de revente qui n'étaient pas toujours transparents en concession, il faut quand même en parler. C'est une activité qui a eu besoin d'être nettoyée sur certains points de vente. Et puis, donc je pense qu'on apporte. Donc l'idée n'est pas de remplacer. Nous on vend depuis 70 ans à des marchands et on développe des services aujourd'hui pour des vendeurs de voitures, que ce soit constructeurs ou groupes de distribution. Donc En revanche, des schémas de vente de gré à gré, plutôt des schémas locaux, tendent à disparaître parce qu'aujourd'hui les enjeux sont tels que les groupes ont besoin aujourd'hui d'un potentiel acheteur qui dépasse 10 ou 12 acheteurs en truc. Il y a de gros enjeux qui attendent les distributeurs aujourd'hui. L'électrique, le diesel, l'essence, beaucoup de choses qui arrivent. Ça fait partie des sujets. On termine parce que je crois que là il va être 17h. On va se rapprocher. On est obligé d'aller vite. Du terme. On termine par le dernier thème et qui intéresse vraiment aussi les groupes de distribution. Êtes-vous aujourd'hui un partenaire réel en sourcing pour les groupes de distribution? Guillaume, on commence par vous. Je terminais juste par un petit commentaire sur le sujet exclusivité. Nous, là-dessus, on est beaucoup plus étendu que nos confrères sur le sujet exclusivité. On ne demande strictement aucune exclusivité quand on travaille avec des gens. La seule chose, effectivement, c'est qu'on demande qu'il y ait une politique claire et que le canal des enchères ne soit pas un petit peu le faire-valoir d'une politique marchande. Mais à partir du moment où on travaille avec des gens qui ont une stratégie qui est claire, de travailler avec marchands pour X raisons et de travailler aux enchères pour d'autres raisons, nous, on n'a aucune difficulté à être mis en concurrence sur le canal marchand. Et chaque fois qu'on l'a fait, on a apporté de la démonstration, si vous voulez, qu'en termes de marge générée, on était largement au rendez-vous. Donc nous là-dessus, pas de souci. On est bien évidemment partenaire nous, du sourcing au niveau marchand et des groupes de distribution. Primo, parce que sur nos ventes aux enchères publiques, comme ça a été souligné par Thierry il y a quelques instants, les ventes aux enchères sont publiques, donc on a encore des marchands nous, qui viennent en salle, et c'est justement cette mixité de profil d'acheteur en salle qui fait tout le dynamisme des salles, et parce qu'on a une approche aussi de vente 100% en ligne sur notre plateforme qui s'appelle autocerti.com, sur lesquels on a 4-5 ventes jour. Donc ça, ces véhicules-là, ils sont vendus à 100% à professionnels. Donc effectivement, on accompagne aussi les professionnels de l'automobile, marchands indépendants, exportateurs, distributeurs, dans leur sourcing VO. Et vous, Monsieur Combabessou, vous dites oui aussi. Oui, et pour compléter ce que disait Olivier, en définitive, c'est que les marchands, bien évidemment, ce n'est pas nos ennemis, ils trouvent chez nous un mix qui est beaucoup plus diversifié que par une concession. Le fait d'acheter par lot, ça sous-entend d'avoir des achats subis, en définitive. Le paradoxe, c'est que les marchands de concession remettaient aux enchères les véhicules qui ne les intéressaient pas. Donc c'est complètement une aberration, en définitive. Donc l'idée, c'est que et puis souvent, c'est des achats sans surprise, puisqu'ils sont
parfaitement décrits avec leurs défauts, parce que les process que l'on met en place sont clairs sur la manière dont le véhicule a été entretenu, sur les défauts qu'il a, alors qu'en concession, parfois c'est un peu masqué. C'est compensé par l'affaire d'après parce que l'embrayage il était un peu fatigué. Enfin, on rejoint des schémas qui sont pas très clairs et ça apporte également de la transparence, effectivement. Voilà. Alors BC Auto, il y a un sourcing intéressant. Vous décrivez par votre présence européenne en fait la capacité dans l'analyse des ventes de vos clients à aller leur proposer par exemple d'accéder à une vente polonaise, une vente belge. J'ai regardé sur votre site hier, gardez la frite achetée en Belgique. C'est amusant. Oui, d'accord. C'est vrai, c'est ce qui était écrit. Ok. Bah, c'est en fait l'idée. Et je crois il y en a un qui va se faire virer. Bien. Je suis patron de la Belgique aussi. Hein. Ah bon, d'accord. C'est pas... Mais je crois que c'est vraiment le principal angle qui est pris par nos partenaires, c'est le sourcing. En fait, c'est le sujet qui est le plus présent parce qu'on parle beaucoup de VO à marchand, mais derrière le VO à marchand, la priorité en fait est donnée au VO à particulier. C'est simplement un poumon qui permet aujourd'hui d'acheter des voitures, de revendre les non stratégiques, mais au final d'améliorer et de faire croître son activité VO à particulier. Donc les sujets aujourd'hui qui sont de plus en plus présents avec nos partenaires, c'est vraiment aujourd'hui le sourcing. Et donc on n'hésite pas à accompagner nos partenaires français vers des ventes étrangères si on pense que les véhicules sont plus adaptés. On a énormément de partenaires qui vont acheter des véhicules chez BCA Danemark par exemple, qui est un pays où vous avez énormément de sociétés de leasing qui sont développées, très peu de demandes, vous avez peu de marchands qui sont capables de les acheter. Il n'y a pas une fiscalité différente. Il y a une fiscalité différente, donc il y a énormément de choses. Demain, et ça peut marcher dans tous les sens. Demain, on organise pour des constructeurs des ventes de véhicules électriques et on va activer 2 marchés qui vont être la Norvège, le Portugal, parce que vous avez au Portugal actuellement des taxes d'importation qui sont favorables là-dessus. Donc, ce sont des flux croisés et ça fonctionne bien. Mais c'est un thème important et qui sera de plus en plus, je pense. Qui le sera de plus en plus. Alexandre. Merci beaucoup, messieurs. Pardon, monsieur Combevessou. En fait, je répondais à la question d'avant. Voilà. Non, en fait, les non stratégiques des uns sont les stratégiques des autres en définitive. Le Renault Espace qui est repris par un concessionnaire Audi, il va intéresser un concessionnaire Renault. L'Audi A6 qui n'est pas facile à vendre dans la cour d'un Peugeot, qui a 40 000 km, elle va intéresser un concessionnaire Audi évidemment. Donc c'est dans ce sens-là où on apporte une solution de sourcing pour les groupes de distribution. Géométrie variable. Voilà. Et chez VP Auto, on a une particularité, c'est notre prix moyen qui est 7 000 €, qui est le plus élevé du marché. Donc on a beaucoup de véhicules à plus de 20 000 € qui intéressent même les concessions premium. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être essayer de croire au miracle en demandant s'il y a une question dans la salle, mais je n'en suis pas persuadé. Y a-t-il une question de manière très claire, sachant que vous allez pouvoir réseauter ensuite, bien sûr, donc les questions sont peut-être plus faciles à poser autour d'un verre. Ça, c'est possible, Alexandre. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que on n'est pas à l'abri. Que le temps est venu de clôturer ce club Argus. Je veux qu'on applaudisse et qu'on remercie l'ensemble des intervenants. Je voudrais vous remercier aussi une nouvelle fois pour votre fidélité. Toujours au chapitre des remerciements, je n'oublierai pas nos partenaires, à savoir Argus Digital, le Club Identicar, Opteven, Planète VO2, Viaxel, STVA et VP Auto. Et je remercie naturellement toutes les équipes de l'Argus et Emmanuel pour leur apport et leur soutien dans la préparation de ce club. Alors, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain Club Argus de juin, qui se tiendra le 14 juin et non pas le 15 comme ça apparaît voilà, sur ce slide, c'est bien le 14. Le thème sera celui des véhicules d'occasion à prix base et intermédiaire qu'on avait déjà traité, mais là on le traitera avec le prisme en filigrane de la prime à la conversion, un dispositif qui est sous-exploité en tout cas sur ce segment-là. Donc on aura un peu plus de recul, c'était un peu tôt pour le traiter là. Là on aura quelques données statistiques. Donc voilà, je vous remercie une nouvelle fois et je vous invite à rejoindre l'espace cocktail qui vous est, comme de coutume, réservé. Merci beaucoup.